Christophe Sûr, bonjour. Bonjour. Vous enseignez depuis plus de 20 ans la philosophie aux étudiants de classe préparatoire au lycée Potier à Orléans. Et la question que nous aimerions vous poser aujourd'hui est celle du statut de l'intelligence dans une démarche de foi. En effet, les médias, bien souvent, ne se font pas faute de présenter comme obscurantistes des points de vue défendus par les croyants. Nous en avons régulièrement des exemples. L'intelligence, il est vrai, n'a pas, du moins apparemment, toujours eu bonne presse dans l'Église. Il ne fait pas bon manger de l'arbre de la connaissance, et bienheureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Et pourtant, il y a dans la Bible de très beaux textes sur l'intelligence, par ailleurs un des 7 dons de l'esprit. Quant à la Sorbonne, la plus prestigieuse de nos universités, n'est-elle pas finalement fille de la chrétienté? Alors, je vous poserai ma question sans détour. Peut-on être intelligent quand on est chrétien? Et qu'est-ce que l'intelligence? Bien. Lourde question, et je vais commencer par essayer un petit peu de préparer cette question en définissant un petit peu la thématique pour voir ensuite par quel bout on peut l'aborder, voir dans quelle mesure on peut apporter quelques éléments de réponse. Dans un premier temps, cela suppose évidemment l'examen de la notion d'intelligence, le sens même de ce mot. Et puis dans un deuxième temps, puisque votre question est redoutable et très précise aussi, quand même on aurait pu approcher quelque peu une définition de l'intelligence, savoir si cette intelligence relève de l'être, si elle est une propriété d'une personne ou d'un homme, si elle est la propriété éventuelle d'un esprit, d'une faculté, d'une mentalité, ou bien si peut-être dans son concept le plus précis, elle ne pose pas le problème d'elle-même autrement. Alors, très simplement, je dirais que dans l'usage le plus récent, on voit quelques grands axes thématiques de l'intelligence. On va parler, bien sûr, depuis la fin du XIXe siècle, d'une dimension psychologique qui est très intéressante, de psychologie empirique. Cette dimension est d'autant plus intéressante que la philosophie cognitive, les sciences cognitives qui lui sont liées, développent des recherches plus récemment en ce sens. Et je me bornerai simplement à relever le nom de Binet, un célèbre psychologue français du tournant du 19e et du 20e siècle. C'est lui qui a inventé les tests d'intelligence, le QI de William Stern, et puis plus récemment encore, dans les années 80, des théories maintenant d'intelligence multiple. On considère qu'il n'y a pas une, mais des intelligences. Howard Gardner en distingue 8 et même 8,5, comme dans le film de Fellini. D'autres théoriciens parlent d'intelligence émotive. Damasio a montré, du reste, l'implication de l'émotion dans ce qu'on appelle couramment l'intelligence, mais là il s'agit essentiellement de détermination cognitive liée à l'opinion et aux formes de connaissance ou d'adaptation. Et il s'agit essentiellement aussi, notons-le depuis le départ avec Binet, de recherches qui ont un sens éminemment social et politique, puisque cette histoire de quotient intellectuel ou d'abord de tests psychotechniques était une commande de l'État. Ça a donc une dimension véritablement sociale et politique. Il ne s'agit pas tant de connaître quelqu'un dans sa singularité, dans son aspect unique, dans sa réalité unique, mais plus exactement d'essayer de repérer au mieux des gens dans la place qu'ils pourraient avoir plus tard dans des fonctions sociales qui peuvent être liées par exemple à l'investissement que l'État donnera pour leurs études. S'ils sont pas adaptés, il faudra les mettre ailleurs, ou maintenant on dépisterait peut-être des futurs criminels dès le berceau. Donc il s'agit de classer les gens. Il s'agit de classer les gens. Alors déjà, ça renvoie à des choses, alors évidemment il y a des choses très très intéressantes, là, surtout dans le développement du cognitivisme, mais il s'agit quand même de classer. Il ne s'agit paradoxalement pas de faire une théorie de l'intelligence proprement dite, de dire ce que c'est, et il ne s'agit pas non plus d'avoir l'intelligence de quelque chose. Donc il y a un formalisme abstrait de cela,
Et c'est des capacités, en fait. C'est des capacités, mais paradoxalement, comme dirait Aristote, qu'est-ce qu'une capacité qui ne s'actualise pas? Vous voyez, il s'agit de rechercher des capacités sans savoir de quoi on va avoir l'intelligence et sans chercher à avoir l'intelligence de quelqu'un. Mais là, on suppose, dans ce premier sens, que l'intelligence est une de nos capacités et quelque chose qui pourrait être mesurable. On connaît la boutade que certains prennent au sérieux de Binet. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est ce que mesurent mes tests. Il y a donc une pure circularité, une clôture en quelque sorte de l'intelligence sur le calcul et sur le sujet abstrait. Le deuxième sens qui est lié, qui est aussi très très fécond, c'est celui qu'on a appelé avec McCarthy plus récemment de l'intelligence artificielle, justement, et qui va naître avec un autre philosophe, un grand logicien qui est Alan Turing. Donc il s'agit, pour citer la théorie, un beau livre de Jorion, théorie des systèmes intelligents, principe des systèmes intelligents, il s'agit de percevoir l'intention de l'interrogateur, proposer à tout moment une information la plus pertinente, apprendre et éventuellement corriger, c'est-à-dire négocier son savoir, l'évaluer. Or, l'idée, c'est que dans un système informatique, il s'agirait un petit peu de ressembler, sinon à l'homme, mais au moins à sa rationalité, et de faire en sorte que nous ayons, par exemple, des serveurs, des navigateurs sur Internet, ce qui est largement, heureusement, le cas, qui répondent véritablement non seulement à une sollicitation mécanique, mais à une intention qui irait au-delà. Donc, il s'agit non pas d'imiter strictement l'homme ou sa rationalité, mais de faire en sorte qu'il y ait une même réponse vis-à-vis de la machine que nous l'aurions de quelqu'un qu'on appelle intelligent. Et le troisième sens qui au fond est très lié, on le retrouve dans la CIA, le Central Intelligence Agency, l'Intelligence Service, et maintenant l'intelligence économique. Il s'agit toujours de percevoir, mais de façon extérieure et la plus hostile, des intentions qui sont un petit peu dissimulées, et on sait que c'est simplement l'expression euphémistique de l'espionnage, tout simplement. Intelligence économique, c'est de l'espionnage. Donc là, c'est évidemment un petit peu plus sombre, mais on sait que c'est la base illégale de tout système légal. Et il y a cette idée également d'espionnage. Alors, qu'est-ce que ça... Oui, justement, ça a à voir avec l'intelligence, don de l'esprit, par exemple. Justement, peut-être pas, puisque là, l'intelligence, dans tous ces cas, est rebattue sur un sujet abstrait. Et là, c'est moins l'idée d'un don, d'une propriété qu'il s'agirait peut-être de disputer à autrui, surtout s'il y a conflit ou s'il y a concurrence. Et en même temps, il y a l'idée effectivement d'une distinction sociale, enfin presque au sens de Bourdieu, c'est-à-dire comme Rousseau l'a analysé, il y a des textes de Bergson qui vont dans ce sens, où on fait du terme de l'intelligence avant toute chose, et avant de savoir même ce que c'est et ce que ça permet d'intelliger, on en fait une distinction sociale. Et donc on va dire à quelqu'un, bien sûr, qui n'est pas intelligent, ou qui est moins intelligent qu'un autre, puisque ça se mesure, c'est une qualification, et c'est donc en même temps une discrimination sociale. Et Rousseau dit bien que c'est pas du tout une question théorique elle-même intelligente, l'intelligence, mais c'est une passion sociale qui fait partie, de l'inégalité des hommes et de leur dégénérescence morale. Donc là, c'est un usage qui est, on le voit bien, relativement suspect. Oui, c'est un peu perverti, en fait. Oui, mais sauf qu'on ne sait pas encore exactement ce qui est perverti, ou si, justement, il y a quelque chose à pervertir. Ein Flöten und Geigen, Trompeten schmettern da rein, Trompeten schmettern da rein. Da tanzt wohl den Hochzeitsreigen, die Herz allerliebste mein, die Herz allerliebste mein. Das ist ein Klingen und Dröhnen, das ist ein Klingen und Dröhnen, ein Pauken und ein Schalmein. Dazwischen Schluchzen und Stöhnen, dazwischen Schluchzen und Stöhnen, die lieblichen Engelein. Vous
êtes sur RCF Orléans, dans l'émission Croire aujourd'hui. Nous recevons Christophe Sûr, philosophe, qui nous parle du statut de l'intelligence dans une démarche de foi et qui nous a d'abord décrit ce qu'étaient les différentes conceptions de différents sens de l'intelligence. Mais d'abord, vous venez d'entendre de Schumann une petite pièce qui s'appelle Dichterliebe et ça a bien sûr un sens si vous avez choisi cette pause musicale. Absolument. D'abord parce qu'elle rentre dans le temps qui m'était imparti, je n'aime pas trop couper la musique, mais aussi parce que là, elle nous met un peu plus au cœur du sujet, me semble-t-il, puisque vous savez que les discussions étymologiques sur l'intelligence, qui viendraient d'interlegere ou d'interligare, recueillir, cueillir, lire entre les lignes, ou bien lier entre, établir des relations, ces discussions étymologiques sont les mêmes que celles de la religion, religare ou relegere, voire selon Vico relegare. Donc là, on revient un petit peu au vif de notre sujet, sur le concept spécifique d'intelligence et puis sur son lien éventuel avec le christianisme qui se donne comme une théologie mais comme une religion. Et puis là, par avance, en quelque sorte, je dirais que Schumann nous apporte plusieurs choses. Schumann, d'une part, il nous apporte ce contrepoint créatif du piano par rapport à la partie proprement chantée, donc ce qui donne une interprétation même de ce texte, et donc qui propose en quelque sorte une lecture en surimpression du texte qui l'illustre. Il y a deuxièmement dans le texte lui-même, là dit Heinz Pointe, comme vous savez, germaniste, ordinairement, on trouve cette pointe. Oui, c'est un poème de Heine, en fait. De Heine, voilà. Et justement, Heine est très célèbre pour sa pointe, la pointe qui désigne bien justement cette pure singularité, cette acuité, ce point auquel justement l'intelligence dans son concept va se rattacher, et aussi dont le grand Balthazar Gracian disait que la pointe était une rhétorique au second degré, une rhétorique de la rhétorique, et donc l'apothéose en quelque sorte de l'intelligence de l'écriture. C'est une sorte de surimpression, en fait. Ouais. Et puis, d'une façon plus pathétique, tout le monde sait que Schumann a toujours lutté dans sa création avec des menaces très précoces de folie. Ça nous ramène à quelque chose dont j'aurai l'occasion de parler, c'est qu'il ne va pas de soi, justement, qu'on soit intelligent dans la mesure où peut-être on n'est pas le propriétaire ou le support d'une intelligence ou d'une raison. Puisque manifestement, et Schumann l'a cruellement vécu, c'est quelque chose qui peut-être s'acquiert, mais qui certainement se perd. Donc là, ça va nous amener à une toute autre perspective, celle d'un intellect qu'il s'agit peut-être pas de mesurer, qui n'est peut-être pas lié à une personne abstraite et simplement manipulable ou orientable, mais qui renvoie à la pointe de ce que nous sommes en tant qu'elle serait liée à l'extériorité d'une intelligence. Oui, non plus le QI qu'on mesure sur un individu purement de chair, mais quelque chose qui vient d'ailleurs, peut-être. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, au risque de vous décevoir, cher François, je dirais que si on prend dans sa définition peut-être la plus utile pour la pensée et la plus utilisée dans la tradition. Et ça, c'est la tradition, si vous voulez, qu'on appelle de la pensée et des sciences, qui recouvre au sens classique la philosophie, et qui fait que peut-être vous avez eu la gentillesse de m'inviter et pour me faire parler de ceci plutôt que quelqu'un d'autre, pour que les choses soient tout à fait claires. De ce point de vue-là, ce concept d'intelligence au sens d'intellect au sens le plus strict, paradoxalement, il se caractérise par le fait que les hommes ne sont pas intelligents. Les hommes ne sont pas intelligents. Et de ce fait, justement, que ce soit tout à fait clair, je ne m'autorise nullement pour en parler d'une intelligence particulière, parce qu'évidemment, si quelqu'un dit ça, évidemment, ça fait rire tout le monde. Donc là, déjà, ça me donnera, évidemment, ça fait rire tout le monde. Je n'ai aucune compétence d'intelligence. Et simplement, le concept d'intellect est très différent de celui très très social, au fond assez compliqué, assez contesté, mais aussi dont on a reproché le simplisme, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Bergson disait « Je place très haut l'intelligence, mais je tiens en piètre estime les gens intelligents. » Parce que ordinairement par là, on suppose simplement une capacité de l'homo loquax, c'est-à-dire l'homme qui parle, à commenter des lieux communs, dire des vraisemblances, parler de tout, et en réalité parler de tout avec aisance, mais juger de tout et donc foncièrement être malveillant.
Et l'un entraîne rapidement l'autre. Oui. Alors que là, dans un sens qui est, mettons, aristotélicien, on va distinguer, dans la foulée même de Platon, une dianoïa et une noésis, c'est-à-dire une raison dianoïa qui se déploie selon la rationalité, la relation, c'est ratio, c'est la logique, logos. En fait. Logos et ratio, c'est le rapport, la proportion, la relation. Donc c'est quelque chose qui se déploie, qui implique une médiation. Ce sont nos raisonnements, ce sont nos protocoles, ce qui sont évidemment très, très admirables, mais indispensables. En même temps, justement, cela n'a de sens que par rapport à l'émergence de ce que dans la lettre 7, Platon appelle une étincelle. Il faut d'une part être accordé au principe et au bien, sinon on ne peut pas atteindre cette unité de l'intelligence, mais en même temps il est indispensable de travailler, de faire des expériences, de confronter des doctrines, de poursuivre des raisonnements. Et donc, si on frotte toutes ces choses-là, dit Platon, eh bien, il arrivera, mais c'est comme une grâce, que peut-être, nous aurions une étincelle. C'est une étincelle, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se construit d'une façon volontariste et mécanique. Alors, c'est le second mot que vous avez employé tout à l'heure. C'est la noésis. C'est la noésis. C'est un lien avec l'esprit. C'est l'intellect. Voilà, c'est l'intellect, mais précisément dans le simple. Donc, vous voyez, on va renverser un peu la perspective dont on est parti. On voyait, des doctrines qui ont leur intérêt, mais on voit bien qu'ils sont un petit peu discriminantes et suspectes socialement ou politiquement, quelque part. On voit que ces doctrines, on leur reproche à la fois un petit peu leur complication et leur simplisme. Eh bien, le mouvement philosophique irait à l'inverse d'une complication qui traduit un simplisme, eh bien, irait dans le sens d'une complexité parce que cela suppose tout le travail de l'expérience de la raison, de la confrontation. Donc, ça suppose beaucoup de choses pliées ensemble, complexes, qui assumées comme telles, mais cette complexité irait dans le sens d'une simplicité fondamentale, et c'est cette simplicité qui éclaire le complexe et qui définit au sens propre l'intellect. Et cette simplicité, elle vient d'où ? Alors justement, c'est le problème, parce que Aristote dit bien que l'homme est un être sentant, un vivant sentant, c'est-à-dire qu'aussi loin qu'immédiatement nous pouvons sentir, en fonction notamment de l'état de nos organes sensoriels, nous sentons automatiquement, que nous sommes raisonnables, comme on traduit plus ou moins bien. Ça veut dire que déjà ça suppose un effort, c'est pas automatique. C'est pas la même chose d'être sentant, être raisonnable, c'est pas la même chose d'être sensible. Donc nous ne sommes pas raisonnants, nous sommes raisonnables, et nous sommes exceptionnellement, dirait ça dans certains textes, capables d'intelligence. Capable. C'est-à-dire que ça ne se fait pas à volonté, ça veut dire aussi que nous éprouvons cela lorsque précisément, exceptionnellement, mais c'est Aristote qui parle, il est bien autorisé pour ça, il arrive que nous comprenions immédiatement quelque chose. En fait, c'est une sorte d'intuition qui vous tombe, qui vous tombe dans l'esprit. Ou pour le dire très simplement, à la manière des philosophes théologiens et puis aussi des rationalistes, on va avoir besoin justement d'un Dieu, ici, dans l'université, dans la théorie de la raison, on va avoir besoin d'un Dieu comme modèle d'intelligence. C'est-à-dire que la question qui va se poser, c'est pas si on est intelligent, mais si Dieu l'est, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que... Si Dieu l'est ou si Dieu est l'intelligence. Ou s'il est l'intelligence, voilà. Ce qui déjà met l'intelligence un peu en dehors de nous, vous voyez. Et donc, capable d'intelligence, vous voyez, vous avez des pères de l'Église qui diront que l'homme est capable de Dieu. Ça va un petit peu dans le même sens. Capacité, quelque chose qu'on endure. Et puis, on comprend bien, par exemple, que si il y a une intelligence divine, Dieu n'a pas besoin de faire beaucoup d'expériences ou qu'on lui explique beaucoup ou très longtemps. Théoriquement, il doit savoir. Et normalement, il doit savoir. Et ça, c'est important. Et donc là, déjà, vis-à-vis du christianisme, et même déjà, on peut dire de ça du christianisme, dans le judaïsme et puis dans l'islam, dans le monothéisme, et Hegel le remarque bien, on suppose un Dieu intelligent. Et pourquoi ? Parce qu'on lui parle. Dans les religions, dans toutes les religions, n'est-ce pas, dont on voit les images de sphinx, de monstres, de tigres, d'éléphants, eh bien, effectivement, là, il s'agit véritablement du lumineux, c'est-à-dire de la déification d'éléments naturels épouvantables, qui dépassent l'homme, mais qui le dépassent physiquement. Et donc, on les redoute, mais on ne leur prête pas une intelligence, ils ont des têtes d'animaux. Chez les Grecs, il y a déjà une intelligence, mais qu'on peut à l'occasion tromper. On peut les tromper, on peut s'en sortir. Alors que là, il s'agit de faire confiance à quelqu'un dont on suppose que, d'une part, on ne le comprend pas, sans doute, mais que c'est plus important qu'il vous comprend. Et qu'on n'a pas besoin de lui expliquer, puisque finalement, il sait
d'autant mieux ce que nous voulons qu'il sait mieux que nous ce que nous sommes. Puisqu'il est incarné, en fait. De la doctrine de l'image de Dieu, de façon platonicienne, l'image, évidemment, prend le sens de ce à quoi elle réfère. Et donc l'homme lui-même doit, pour se connaître, se référer à Dieu qui le connaît. C'est la position augustinienne. Donc non seulement il y a cela, mais il y a aussi évidemment l'apport très riche de l'herméneutique juive, et ça c'est très important, non seulement pour la théologie chrétienne, mais pour la philosophie. C'est très grave d'ignorer cet apport. Il n'y a pas que l'apport philosophico-scientifique gréco-latin. Ensuite, il y aura la science arabo-musulmane qui va se greffer là. Mais il y a quelque chose de très remarquable qui va se faire dans le christianisme, dans l'usage qu'ils vont faire de la théorie de l'intelligence, en reprenant dans la tradition grecque le platonisme, l'aristotélisme, aussi chez saint Augustin. Augustin, d'une part, va dire il faut aimer beaucoup l'intelligence, va reconnaître en Dieu l'intelligence. Saint Justin martyr va dire également que la philosophie est le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux hommes, et que c'est par conséquent un blasphème que de la mépriser et de ne pas la pratiquer. Et on a vu que dans les débats de la patristique, un certain nombre de grands penseurs qui sont certainement de foi sincères, des gens comme Tertullien, par exemple, qui ont pris leur distance vis-à-vis de la philosophie à cause de ses origines indignes et païennes, évidemment, eh bien, finalement, ont tous été par la suite convaincus d'hérésie, paradoxalement. Ceux qui voulaient se retourner au nom de la pure théologie et de la pure foi contre la rationalité telle qu'elle existait, eh bien, ont tous été, dans l'Église chrétienne, convaincus par la suite d'hérésie. Alors ça, c'est un point très important parce que justement cette extériorité de l'intellect qui a été très clairement suggérée et qui concerne des positions philosophiques au fond très simples. J'ai des capacités justement de pensée, de raison et puis peut-être en dernière instance par récompense de saisie intuitive, d'intelligence. Seulement, je les ai pas tout le temps. Et il suffit pas que je sente ou que je lise ou que je raisonne pour que je les ai. Il faut se mettre en condition. Eh bien voilà, donc Aristote va parler d'un intellect qui est passif en quelque sorte, qui est en puissance, mais il n'est rien, encore une fois, une puissance ou une capacité sans acte, c'est du verbiage, ça n'existe pas. Donc la question c'est, si mon âme en tant que telle est liée à une capacité, mais simplement une passivité d'intellect, qu'est-ce qui fait que mon intellect, par moment, ou par bonheur, ou par grâce, devient actuel ? Or, l'idée, c'est que ça ne peut pas devient actuel, c'est-à-dire devient présent. C'est-à-dire présent, effectif, devient présent en acte. À une présence. En acte, et réel, et existant. Oui. Donc l'idée, c'est que justement, il faut bien qu'il y ait un principe, ce qu'on appellera l'intellect agent, qui est au-delà de mon âme et qui va l'actualiser et va la rendre possible. Et donc, du coup, déjà, l'intellect est mis à l'extérieur de moi. Oui. Donc l'intellect, le problème déjà, c'est que je n'ai pas quelque chose au sens strict, l'intelligence au sens d'intellect, dont je dispose, ou que je pourrais mesurer ou user à ma guise. Mais c'est plutôt quelque chose qui en sait sur moi plus long que moi, d'une certaine façon, et dont j'ai besoin absolument pour comprendre quelque chose. Et là, on voit la position augustinienne de saint Anselme qui dit qu'il ne cherche pas à comprendre pour croire, mais il cherche à croire pour comprendre, car il croit une chose, c'est que s'il ne croit pas, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Autrement dit, il y a toujours une intelligence qui comprend bien qu'elle est ramenée à un principe. La rationalité ancienne suppose que plusieurs effets doivent être ramenés à une unité de cause. La rationalité moderne dira qu'une multitude de phénomènes doit être ramenée à une seule loi. Donc tout cela tend vers une pointe. Et simplement, on comprend par la raison qu'il y a un principe. On est ramené au principe par la raison, mais on a besoin de croire que ce principe, cet intellect, comprend au-delà de ce que la raison peut nous expliquer. Et c'est l'articulation classique de la raison et de la foi. Et en fait, c'est pour ça que vous avez lu tout à l'heure une très belle prière de saint Thomas d'Aquin qui précède l'étude, nécessaire à l'étude, et ça explique finalement, elle nous dit bien finalement qu'il faut se mettre en condition pour accueillir l'intelligence avant d'étudier. Absolument. Et peut-être qu'on pourrait terminer par ce beau message. Très volontiers, je vais vous la lire. Thomas d'Aquin, qui est un docteur de la Sorbonne, saint de l'Église, de l'Université de Paris, un des grands maîtres de la philosophie et de la théologie, n'est-ce pas ? Alors, brièvement, je vais vous la lire. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse
avez élu 3 hiérarchies d'anges et les avez établies dans un ordre admirable au-dessus des cieux, qui avait disposé avec tant de beauté les parties de l'univers. Vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté, écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits-enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez le début de mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme et qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Et je crois que c'est une très belle réponse à la question que j'avais posée au début de cet entretien. Peut-on être intelligent quand on est chrétien ? En fait, on ne peut que prier l'intelligence suprême de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est ça à peu près ? Et oui, parce que l'idée, c'est que la raison elle-même trouve sur son principe quelque chose qui doit la dépasser. Et c'est là, dans la construction scolastique, là où justement la foi, qui n'est pas une croyance, au sens courant du terme, vient la suppléer à sa rencontre. Eh bien, Christophe Sûr, merci beaucoup et merci aussi à Jean-François, à la technique.